je m'appelle Stanislas Granel, je travaille pour OnePoint depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Je suis diplômé Bac+3 en informatique développement. Donc moi je suis développeur de base depuis maintenant 9 ans. Et principalement développeur web, donc Java, et après tout ce qui était parti vers le front, donc JS, HTML. Et la sécurité, c'est une passion. Donc c'est-à-dire que j'ai appris sur mon temps libre. Quand je dis j'ai appris, avec les connaissances que j'ai, je connais pas tout, heureusement. Sinon, je serais pas là, je serais sûrement en prison. Et non, plus sérieusement, va. Donc c'est une passion, donc c'est du temps personnel et essayer de vous transmettre un peu cette passion, en sachant que j'ai d'autres passions à côté, dont l'IA. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Alors, avant de partir sur le scénario, parce on va faire un scénario ce soir, plutôt que des définitions, parce que sinon, normalement, au bout de 10 minutes, tout le monde dort. Donc là, on va d'abord, il faut quelques définitions, expliquer un peu les termes de la cybersécurité, de quoi on parle, histoire qu'on ait à peu près tous le même langage. Et après, on fera un petit scénario où on sera les méchants. On a à peu près 1 heure. Donc, déjà, premier terme, le hacker. Quand on entend hacker dans les médias, le hacker, c'est le méchant avec la capuche, ou s'il a un peu d'originalité, la cagoule, et c'est celui qui attaque le FBI, ce que vous voulez. Bon, un hacker, c'est pas ça. Déjà, on s'embête pas à mettre une cagoule ou un sweat, hein, ça tient trop chaud. Et puis, de toute façon, on est derrière un ordinateur. Et puis, si vous êtes comme moi, vous avez de quoi cacher l'écran, enfin la caméra. Non, un hacker, c'est une personne qui détourne un outil de son fonctionnement de base. Donc, potentiellement, j'ai n'importe quoi, vous avez un grille-pain chez vous, vous le démontez, vous en faites un robot, bah, vous êtes techniquement un hacker. Le hacker, dans l'informatique, c'est quelqu'un qui a déjà son système. Donc, ce pourquoi il était prévu, n'importe quoi, vous prenez le site Cdiscount, vous arrivez à récupérer des données, techniquement c'est du hacking. Moi, tout bêtement, sur une appli perso où je fais de l'IA, justement, j'ai besoin de données. J'ai vu qu'un site, en appelant une certaine URL, me donnait ces données, me renvoyait ces données. C'était pas du tout prévu pour ça à la base, parce que c'était prévu, eux, pour faire une mise en forme d'un tableau. Bah, moi, ça me convient, donc je récupère. Donc, techniquement, j'ai détourné leur API de leur utilisation. Donc, voilà. Donc, le hacker, c'est ça. C'est quelqu'un qui détourne. Le hacker, donc, comme je disais, n'est pas que de l'informatique. On a beaucoup de biohacking maintenant. C'est quelque chose qui a le vent en poupe. Il y a une personne qui s'était amusée à prendre une substance chimique émise par un animal qui permettait d'être bioluminescent, et s'était injectée dans la peau, voir ce que ça faisait. En quelques heures, ça a permis d'avoir la peau un peu luminescente. Il a fait pareil pour voir un peu dans la nuit, ça marchait une dizaine de minutes. Et puis il a testé plusieurs choses comme ça. Et au moins il s'est un peu trompé parce qu'il est mort. Mais bon, ça c'est un autre problème. Au moins maintenant il a plus de soucis. Les différents types de personnes travaillant dans la sécu. Nous avons le white hat. Alors ça ne le voit pas, mais normalement vous avez un chapeau blanc, un gris et un noir qui est perdu là-bas. Vous avez le white hat. C'est une personne qui est bien calée en informatique, en sécurité, et on va dire que c'est le gentil. C'est la personne qui va trouver une faille sur un site et prévenir le responsable du site. Vous avez des systèmes qu'on appelle les bug bounty, où ce sont des plateformes pour et les entreprises, personnes et organisations étatiques par exemple, demandent à ce que les pen testers, donc les penetration testers, donc les personnes qui font de la recherche informatique en test, puissent essayer de trouver des informations, des failles. Et on est rémunéré pour ça. Vous avez comment ça s'appelle, des agences gouvernementales américaines qui demandent. Vous avez qu'est-ce qu'il y avait encore, le porn. Si vous êtes friand, c'est super. Le porn, ils payent vachement. Bizarrement, ils veulent pas que leurs données se retrouvent sur Internet. Ils donnent de leurs clients. J'ai pas compris pourquoi. Ils payent vachement mieux, 5 fois mieux que les autres. Vous avez le black hat. Lui, c'est on va dire le méchant. La personne qui a plein de connaissances en sécu, mais qui va trouver une faille et va la garder pour lui. Quand je dis pour lui, c'est pour lui ou pour la personne qui achètera l'information. Et le grey hat, c'est entre les deux. Le grey hat, suivant sa cible, va partager cette information avec le responsable ou va profiter de cette faille. Si on prend un exemple, tout bêtement, n'importe quoi, vous êtes quelqu'un qui est fan de tout ce qui est Greenpeace, WWF, qui est pro donc en agent environnement,
si vous trouvez une faille sur le site d'EDF, sur la partie centrale, et que vous trouvez sur tous leurs rapports de sécurité de toutes les centrales, et toutes les incidents de sécurité, potentiellement, ça risque de tomber dans la presse, par un moyen détourné. À côté de ça, vous avez une faille sur le site de Greenpeace, où on tombe sur tous leurs rapports, machin, peut-être que là, vous préviendrez Greenpeace pour leur prévenir cette faille. Donc vous voyez, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir dans la vie. Donc il y a beaucoup de Red Hat. Et le dernier, c'est le script kiddie. Donc le script kiddie, c'est la personne, pour ceux qui font du jeu, c'est ce qu'on appelle le kikoulol, le noob. C'est la personne qui n'a pas de connaissance dans le truc, qui croit être le meilleur, qui allait sur un site internet, ou rs.com ou ce que vous voulez, a téléchargé un logiciel, envoie un copain, oh regarde ce super truc, l'autre clique et comme ça il peut s'amuser à l'ouvrir, fermer son lecteur CD, clignoter l'écran, machin. Au passage, il aura récupéré 4 virus sur le site, 4-5 virus sur le site, il ne le sera pas, et il comprend surtout pas comment fonctionne le logiciel qu'il utilise. En fait, surtout c'est un script. C'est une personne qui croit être très fort, mais en fait, il ne sait pas ce qu'il utilise derrière. Et quand vous faites de la sécurité informatique, vous protégez de lui, du script kiddie. Les 3 premiers, quand ils veulent rentrer, ils rentreront toujours. En fait, on va dire qu'une application, un programme, si vous voulez, est sécurisé tant qu'on n'a pas trouvé la faille. La meilleure définition, c'est ça. Vous pouvez faire un truc ultra sécurisé, machin et tout. Vous l'avez fait à partir de, on va dire, Python, qui est un langage, ou PHP, ou ce que vous voulez. Et puis là, par exemple, PHP, aujourd'hui, a encore tombé une faille de sécurité sur le dernier moteur de PHP. Ce qui veut dire que vous avez fait le meilleur logiciel du monde, mais le langage sur lequel vous basez, lui, est faillible, et du coup, la personne va rentrer par là. Donc, la sécurité, on va dire, c'est quelque chose d'illusoire en un terme général. Surtout qu'à la base, les ordinateurs ne sont pas faits pour ça, ils sont faits pour communiquer. Maintenant, on va attaquer sur les piliers de la sécurité. La sécurité, c'est en gros 4 notions. Confidentialité de l'info, de la donnée, authenticité de la donnée, intégrité de la donnée, disponibilité de la donnée. Donc, la première partie, c'est potentiellement celle qui vous intéressera. Les deux, la première et la dernière, c'est potentiellement celle qui vous intéressera le plus. Vous allez travailler sur plein de données pour avoir des IAP intéressantes. Donc, il va falloir un dataset important. Si vos données ne sont pas disponibles au moment où vous entraînez votre IA, elles ne vous servent à rien. Sauf si vous faites une IA non supervisée, mais bon, à la limite. Mais sinon, vous allez perdre du temps quand même. Si vos données ne sont pas confidentielles et que tout le monde y a accès, potentiellement, quelqu'un vous prendra de court sur ce que vous faites. Authenticité de la donnée, si vous ne pouvez pas savoir que la donnée X est rattachée, par exemple, à tel client, entre guillemets, et qu'il y a toutes les données là qui sont rattachées à ce client, si vous ne pouvez pas le savoir, vous ne pouvez pas déduire un dataset qui, par exemple, basé sur un RNN, ceux qui ont déjà vu cette partie-là. Recurrent Network, donc avec de la donnée dans le temps. L'intégrité de la donnée, si je m'amuse à modifier la donnée sur laquelle vous faites tourner votre dataset, votre IA est complètement dans les choux. Ce qui veut dire qu'on a besoin de ces piliers. Maintenant, suivant ce que vous faites, vous n'avez pas besoin d'avoir ces 4 piliers au même niveau. Vous allez potentiellement vous dire que un des piliers sera peut-être un peu en deçà de ce que vous avez besoin. Exemple, vous faites tourner une IA une fois par an, disponibilité de la donnée H24, 365 jours par an, vous en fichez, vous en avez besoin un jour. Donc la disponibilité, vous n'en avez pas besoin un truc hyper redondant avec 4 serveurs, machin. Il faut que votre donnée soit juste présente au moment où vous en avez besoin. Confidentialité, si votre donnée n'est valable que, dans l'exemple le bancaire, c'est très pratique pour ça. Vous envoyez un ordre à une banque, un ordre à la bourse de la part de la banque X pour dire je vends. La donnée, vous avez besoin qu'elle soit là, valable, allez, une microseconde. Passé cette microseconde, une banque adverse peut la lire, vous en fichez. La donnée n'est plus valable puisque la transaction est déjà passée. Ils vont le savoir de tout ça. Donc, ce que vous avez besoin, c'est juste qu'elle reste confidentielle le temps de. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher les meilleurs mathématiciens du monde pour faire le chiffrement le plus perfectionné au monde. Vous avez besoin d'un truc qui soit, en gros, non lisible pendant une seconde, en maximum. Pas besoin d'avoir un truc qui soit inviolable pendant un an. Donc voilà. Donc, suivant sur quoi vous allez travailler, vous allez avoir besoin, dans l'informatique, on aura besoin de voir quels sont les piliers qui nous intéressent et du coup, où mettre l'accent.
par exemple, tout bêtement, confidentialité de la donnée dans le milieu militaire, c'est plutôt intéressant de l'avoir. Euh, Exemple tout bête, la DCN, la Direction des constructions navales, donc qui voulait vendre un sous-marin furtif, je crois, à l'Inde, juste quoi, quelques jours avant la signature du contrat, à plusieurs milliards, bah, tout le cahier des charges du sous-marin s'est retrouvé sur Internet, avec les contre-mesures, le système, comment il fonctionne, tout. Bah, bizarrement, une fois que vous avez tout le cahier des charges, votre truc est plus furtif. On trouvera les contre-mesures aux contre-mesures. Donc, bah, bizarrement, le contrat perdu, et c'est pas de chance, c'était les Américains qui l'ont récupéré. De là à dire que qui l'ont envoyé. Donc voilà. Maintenant, dernier terme, crypté. Ça n'existe pas, d'où l'image. Crypté, c'est un abus de langage, c'est un anglicisme. Le mot crypté a une signification, a une base latine. Donc, dans le cadre hors informatique, ça a une explication. Mais dans le cadre de la sécu, non. On dit que c'est chiffré. On chiffre un message. L'objectif de chiffrer un message, c'est de le rendre non lisible à part par le destinataire, qui lui a la clé de déchiffrement. Déchiffrer, bah, c'est quand vous recevez le message chiffré, vous avez la clé, vous pouvez le lire. Et décrypter, pas de bol, hein, lui par contre existe. Décrypter, c'est que vous n'avez pas la clé, vous interceptez le message, et vous faites ce qu'on appelle du brute force, donc vous allez tester toutes les clés par exemple, ou profiter d'une faille dans l'algorithme de chiffrement. Donc, voilà. Donc les trois termes, voilà, chiffrer, déchiffrer, décrypter. Ça permet d'écrémer les sites sur lesquels on lit. Quand vous tombez sur le site où ça clignote un peu partout, qui parle de crypter, c'est bon, on peut passer à autre chose. C'est qu'il n'est pas forcément très sérieux. Donc, est-ce que vous avez déjà des questions sur cette partie? Okay. Donc maintenant, on va attaquer la partie scénario. Donc, nous, aujourd'hui, pour la prochaine heure, on va être un groupe de black hat. Notre objectif, gagner de l'argent, réputation au passage, très important dans le milieu de la sécurité. Il y a plein d'entreprises qui se font hacker, pas tant pour le financier derrière, mais pour la réputation de la personne qui l'aura hacké. Avoir une réputation, c'est très important, ça vous permettra d'ouvrir d'autres portes, pour avoir d'autres connaissances, d'autres personnes qui vous aideront dans votre objectif. On ne peut pas tout savoir, donc on travaille rarement en solo. C'est des personnes, un va être très calé en IoT, donc tout ce qui est Internet de données, des objets. Un autre va être très calé sur le web, un autre va être très calé en serveur. Et du coup, c'est grâce à la réputation que vous pouvez monter une équipe intéressante pour ce que vous voulez faire. Donc nous, on est un groupe de black hat et une entreprise, X, nous a contacté pour qu'on puisse trouver une information qui va compromettre leur principale entreprise rivale qui est cotée en bourse. Donc notre objectif, tout simplement, c'est de faire chuter le cours de la bourse de cette entreprise. Sans s'attaquer à la bourse, parce que ça, c'est une très mauvaise idée. Autant le système bancaire peut être assez faillible, voire même plutôt troué, la bourse, c'est blindé. Et puis, même si c'est pas blindé d'un point de vue sécurité, vous avez la DGSI, le FBI, la CIA, enfin bon, vous voyez tous ceux qui sont pas très cool qui vous tombent sur le coin du nez en 2 secondes. Alors, notre phase d'attaque, comment on va fonctionner? On va d'abord avoir toute la partie qui est pas marrante, mais qui est, on va dire, un travail un peu de détective. On va rechercher des informations générales sur l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette entreprise? Quel est son organigramme? On verra après, mais voilà, on va chercher le maximum de choses. À partir de là, on va essayer de trouver une faille. Est-ce que, par exemple, c'est n'importe quoi, l'assistante de direction du PDG est en arrêt maladie, par exemple, maternité ou ce que vous voulez, et c'est une personne qui vient à peine, qui ne connaît pas l'entreprise, qui vient à peine d'arriver. Elle ne pourra pas connaître tout le monde, ni ses interlocuteurs, c'est potentiellement une faille. Ou est-ce que le sysadmin, ça parle à tout le monde, terme sysadmin, administrateur système, donc celui qui va gérer le réseau, les ordinateurs, au lieu de bien faire son travail, est allé au bar du coin, et du coup, il a oublié de fermer les portes qui étaient ouvertes par défaut sur la machine. Des choses comme ça. Donc l'objectif, on rigole pas, ça arrive. Même au meilleur, la NSA a loué des serveurs AWS, Amazon Web Server. Ils ont mis leurs données dessus, et puis ils ont laissé le mot de passe par défaut. Bien joué les gars. Ça ferait rire si c'était pas une agence de renseignement. Donc voilà. Mais le niveau web AWS, c'est la galère. C'est très souvent trouvé.
pas à cause de la WS, à cause des personnes qui utilisent. Et à partir de l'angle d'attaque, on va essayer de voir si on peut utiliser la faille pour arriver à notre finalité. En sachant que on est rarement dans le monde des bisounours, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un gros panneau entrée ici, et puis youpi, on rentre et on est content. Ce qui va se passer dans la réalité, ça serait plus, on va trouver une première faille. Cette première faille va nous permettre d'avoir un pied dans le réseau, par exemple, d'arriver, on va par exemple scanner le réseau, trouver que tel serveur Samba est pas mis à jour, donc il est failli à telle faille, donc il a tel potentiellement telle faille là, on va tenter la faille qui va nous permettre de monter sur tel serveur, arriver sur l'Active Directory où il y a tous les utilisateurs avec les droits listés pour s'injecter en tant qu'admin. Et là, par contre, du coup, on est open bar. Mais c'est rarement en une fois, quoi. C'est pour ça que les scripts qui disent, eux, on les perd assez facilement. Parce que ça, clairement, ils ne tentent pas. S'ils ne trouvent pas la super faille qui est celle dès le début, c'est pas. Donc, on va attaquer la phase de reconnaissance. Donc, ce qu'on va faire déjà, alors là, c'est pour l'instant, honnêtement, j'ai eu la flemme de faire un faux site, d'acheter un nom de domaine, faire un faux site, faire des faux articles de presse, vanter des vies pour tout le monde. J'ai inventé déjà 2 vies, c'est pas trop mal. Surtout, voilà. Donc là, la partie théorique et la partie pratique arrivera après. Donc, dans l'objectif, ce qu'on irait, c'est voir le site de l'entreprise. Parce qu'il y a plein d'infos. Déjà, tout bêtement, est-ce que cette entreprise a des filiales partout dans le monde ou pas? On peut voir l'organigramme. On a très souvent l'organigramme avec le PDG, un jeu de dessin avec les photos de tout le monde, les noms. On peut donc avoir les noms, les prénoms de tout l'organigramme. On peut voir un peu toutes les filiales, où est-ce qu'elles sont. On peut voir le siège social, où est-ce qu'il est. Est-ce que c'est dans un quartier potentiellement, imaginons à Défense, la nuit, il n'y a pas grand monde. Est-ce que c'est plutôt le quartier des ambassades, où là, clairement, une intrusion physique serait beaucoup moins agréable. Il faut savoir que les intrusions physiques restent encore très présentes. Alors, c'était des données d'il y a 4 ans, mais plus de 50% des vols de données se faisaient en infraction physique. Donc les gens rentraient dans le bâtiment. C'est simple, hein. Vous avez tous, je suppose, vous avez tous travaillé un peu en entreprise. Souvent, les entreprises ont un système de badge. La porte le badge. Ok, vous arrivez, vous badgez. Moi, j'arrive en courant derrière. Attends une seconde, s'il te plaît. Et puis, c'est humain, on tient la porte. Et la personne rentre. Et pourtant, vous l'avez jamais vue. Mais la logique voudrait que vous lui fermiez la porte au nez, ou que vous la meniez jusqu'au point où d'avoir, et puis bon, ça honnêtement personne ne le fait. Ou alors c'est que vous voulez vraiment être super, mais pour être honnête, personne ne le fait. Donc c'est une faille. Est-ce qu'il y a des caméras? Est-ce que on peut après, on pourrait très bien traîner devant le site, après l'avoir repéré sur Maps par exemple, traîner devant le site, voir est-ce que par exemple tout est vitré. Si tout est vitré, est-ce qu'on peut voir des caméras? Est-ce qu'il y a une barrière infrarouge qui entoure le bâtiment? Enfin, c'est vraiment plein de recherches. Il n'y a pas forcément besoin de s'embêter à trouver une faille informatique si on peut trouver une faille humaine. Donc, si on peut rentrer dans le bâtiment, trouver un PC non sécurisé dans les derniers étages, parce que la direction aime bien être vers les derniers étages, il y a une belle vue, vous trouvez un PC qui n'est pas accroché, vous partez sous le bras, personne ne vous dira rien, ils vont penser que vous allez en réunion, et puis voilà. Meilleur moyen pour être tranquille en sécurité, enfin, dans une entreprise, un cahier, un stylo sous le bras, barré dans les couloirs, un PC sous le bras, un PC portable, sinon ça fait bizarre, et tout le monde pense que vous allez d'une réunion à un autre, machin, personne ne vous demande ce que vous faites là. Donc si vous voulez rien faire de vos journées, bah vous marchez. Voilà. Après, on va chercher les articles de presse, je crois qu'il n'y a pas de la presse, par rapport à l'entreprise. Est-ce qu'il y a un scandale, j'ai n'importe quoi, par exemple, ce serait un bétonneur qui aurait travaillé dans des pays en guerre, dont certains sous influence terroriste. Bon, c'est déjà sorti dans la presse, ça sert à rien de rechercher cette info. Tout le monde s'en fiche, c'est déjà sorti. Vous pouvez voir, est-ce que la famille proche des personnes en vue ont des déboires aussi dans la presse? N'importe quoi. Le numéro 3 de l'entreprise, son fils s'est fait arrêter avec 5 grammes de coke. Ok, c'est pas bien, mais si c'est déjà présent dans la presse, vous ferez pas mal l'entreprise, c'est déjà connu. Par contre, à la limite, trouver une récidive et prouver qu'il est devenu dealer, là, à la limite, déjà, ça peut être un peu plus intéressant. Voilà. Donc, en gros, on va chercher de l'information qui ne sont pas encore connues. Si c'est connu, ça n'a plus d'intérêt. L'information dans l'informatique, et pas qu'en sécurité, l'information, c'est quand même
l'or qu'on a en informatique. Vous avez bien vu tout ce qu'on appelle les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, ils ne s'embêtent pas à vendre un produit, ils récupèrent vos données et ils les vendent derrière. C'est ce qu'a fait la fortune de Google. Si on regarde, il y a 15 ans en arrière, si on voulait avoir une adresse mail, soit on passait par Wanadu à l'époque, soit on payait son adresse mail. Maintenant, il y a qui ici a une adresse autre que Gmail ou iCloud, quoi. C'est encore un grand FAI, un truc comme ça. Ah voilà, donc au final, c'est pareil, vous ne maîtrisez pas la donnée. Moi, mon adresse mail perso, c'est un serveur que je loue, enfin c'est une instance de serveur que je loue, j'ai acheté un nom de domaine et du coup c'est moi qui administre le serveur. Voilà. Mais au moins mes données, ça me coûte, je crois, 5 euros au mois, mais au moins les données m'appartiennent. Jusqu'à ce que j'arrête de payer, et là je me fais tout couper. Mais au moins, je veux dire, je sais que quand j'ouvre le mail euh, d'un ami qui me dit on va aller au ski, j'ai pas 8 pop-up qui apparaissent de réserver la dernière station de ski à la mode, louer vos skis pas cher, le ski c'est nul, passez plutôt sur le snowboard. Enfin, je veux dire, le mail il me reste personnel, quoi. Après ça c'est un choix. Après, on va utiliser le whois du site. Donc en gros, whois de l'anglais qui est, c'est des informations que tout site a. Donc vous tapez là sur internet, il y a un petit exemple après un peu flouté, mais vous trouvez plein d'informations sur le site et c'est normal et c'est obligatoire en fait. Parce que ce sont des données qui sont obligées d'être présentes parce que j'ai n'importe quoi. Si demain je pense que Data University a fait atteinte à mon image parce qu'en fait Data University c'est moi, j'ai déposé le truc depuis 5 ans, blabla. Du coup, je dois pouvoir les contacter pour leur dire que le contenu qu'ils ont mis ou une atteinte à l'image ou autre. Donc, il faut que les informations soient présentes. Donc, c'est un numéro de téléphone, une adresse mail, potentiellement une adresse aussi, assez d'informations encore en plus. Et après, on va essayer de trouver où héberger le site, le ou les sites. Il y a toujours plein de sites. Si c'est une grosse entreprise, potentiellement, ils ont leur propre serveur. Donc, parce ils ont voulu faire des économies. Ce qui veut dire que potentiellement le serveur du site, s'il est trouvé, permet de rebondir sur les serveurs où il y a les données de l'entreprise. Euh, Ça permet aussi de trouver plein d'informations, trouver qui est dans la boîte, machin. Si le site n'est pas hébergé par eux, mais est hébergé par un comment ça s'appelle, un hébergeur, tout bêtement, il y a, est-ce que le truc est mutualisé? Si oui, est-ce qu'on peut accéder au serveur parce qu'il serait mal configuré, ou la version de PHP n'est pas mise à jour, ou la version de la page n'est pas été mise à jour, ou le conteneur, parce que quand c'est un serveur mutualisé, c'est des conteneurs. Si la techno qui utilise le conteneur est faillible, on peut profiter du site à côté qui est trouvé, par exemple, prendre les droits d'accès et essayer de remonter par une faille sur le conteneur sur notre site. On peut récupérer ça, même si c'est extrêmement compliqué. Si le site est hébergé sur un serveur pro, donc un serveur dédié, c'est à la charge de celui qui le loue de le maintenir, tout ce qui est sécurité. Est-ce qu'ils le font? Ou est-ce que la personne l'a fait il y a 5 ans, entre-temps elle a démissionné et ils ont mis un stagiaire à la place qui n'a pas eu le temps de le regarder depuis 6 mois. Voilà, c'est des informations à trouver. Donc, c'est toute cette partie-là qu'il va falloir faire. Donc là, il y en a pour des mois. Euh, mais c'est hyper important. Normalement, à la fin de cette partie-là, vous connaissez mieux l'entreprise qu'elle se connaît elle-même. Donc là, on va voir un exemple de Wix. Donc, un site X. Là, on peut voir le nom de domaine qui a été flouté, l'ID du domaine, donc en fait le numéro d'enregistrement, c'est en petit mais bon, c'est flouté aussi de toute façon, sur quel serveur c'est, l'URL, la date de mise à jour, la date de création, quand est-ce que ça expire, c'est sympa aussi, c'est bien intéressant comme données, qui est le registre, donc là c'est au VH, l'email de contact en cas d'abus, donc là c'est flouté aussi parce que c'est un vrai site, le numéro de téléphone du contact. Après, on a quoi encore? Qui le gère? Est-ce que c'est l'ICANN? L'ICANN, c'est au niveau international, donc les .com. Si c'est .fr, elle sera la version française. On peut voir donc à quel niveau c'est, qui en fait détient l'URL, qui est l'organisme qui gère ces types d'URL. Et vous pouvez voir plein d'infos. L'expiration date est sympa, parce qu'il se peut que la date du site soit expirée. Alors, pas celle du site principal, sinon c'est que les mecs sont vraiment, vraiment nuls. Mais il y a des petits outils qui permettent de trouver tous les sous-domaines d'un site.
Donc, on va prendre Data University, pas de chance, hein. On fait passer, il y a un outil, on le lance, et il va nous dire, par exemple, Data University, il y a blog.datauniversity.fr, par exemple. Et puis, promo.datauniversity.fr, et machin, et tac, il liste tout. Et là, après, l'intérêt, c'est de voir le blog, ça peut être très bien simplement une URL blog.data.university, et puis quand on y va, on a les nouveautés de l'institut, machin. Mais très souvent, tout ce qui est promotion marketing, ce qu'ils font, c'est en gros un sous-domaine. Comme ça, sur leur page en interne, ils renvoient vers ce domaine. Et pour la promotion du moment, ils achètent un nom de domaine. Potentiellement, bon, pas Data University, mais imaginons, je ne sais pas moi, la jardinerie du coin. Ils font ah, c'est génial, promotion printemps 2019.fr. Et en fait, quand ils ont leur site, c'est promo.majardinerie.fr et ça renvoie là-dessus. Une fois que la promo est passée, inutile de vous dire que tous ceux du marketing n'en ont plus rien à faire. Donc l'URL n'est pas racheté. Mais par contre, potentiellement, le sous-domaine existe toujours. Donc si vous rachetez le nom de domaine, avec un peu de bol, le sous-domaine renvoie vers vous. Et s'il y a toujours un lien sur une des pages, il renvoie le site que vous avez acheté. Donc là, ça devient intéressant. Vous reprenez les couleurs, le template, donc toutes les couleurs et toute Data University, et comme ça, la personne, vu qu'il était sur le site original, a cliqué sur un lien, se retrouve sur un autre site avec la même couleur, il ne voit pas le transfert, mais il est chez vous. Et donc, vous faites une petite zone comme quoi, espace privé par exemple, hein. Il clique, il rend login mot de passe, ah, une erreur, réessayer, ah, bah, une erreur est en cours, merci de réessayer plus tard, ou de envoyer un mail à j'en ai rien à faire, @machin.fr. Et là, vous avez login mot de passe de la personne. Et lui, il n'a rien vu venir. Et puis, à côté, il n'aurait peut-être pas pu voir quand même, parce qu'il ne peut pas le savoir, le pauvre. Donc, c'est très intéressant. Et puis, vous pouvez potentiellement essayer de lui extorquer un peu d'argent, enfin, bref. Ça, c'est si le cœur vous en dit. Ah. Donc, maintenant, on va attaquer la partie un peu plus pratique. On a trouvé plein d'infos, et on a vu que le directeur a une fille, et qu'elle est assez présente sur les réseaux sociaux. Enfin, assez présente. C'est moi qui l'ai créée, donc elle doit voir 4 tweets, hein. Mais on va essayer de trouver en fait des informations via elle, voir est-ce qu'on peut trouver de l'information sur la boîte par son biais. On aurait pu aussi, comme je disais, appeler potentiellement l'assistant de direction, se faire passer pour Jacques du service technique, parce que qu'il vient à peine d'être embauché, qu'il a besoin d'avoir potentiellement un ordre qui passe rapidement parce que sinon le serveur va être coupé, et que c'est une demande de son patron qui lui a fait entre deux portes juste avant de se barrer parce que lui il avait je sais pas moi, le récital de sa fille. Mais le problème, c'est que si c'est pas fait vite, bah, du coup, le site est coupé, donc on va perdre de l'argent. Et que vu que je suis en période d'essai, j'ai aucun moyen de me faire virer, ce serait vraiment sympa de pouvoir. Et là, vous embobinez la personne, vous laissez pas le temps de réfléchir et vous visez l'affect. Et ça marche très bien. Il faut être un bon acteur, chose que je ne suis pas. Mais voilà, avec pas mal de bagou, vous arrivez à pouvoir arriver à vos fins. En sachant que certaines personnes sont formées à ça, et du coup, voudront vous dire, par exemple, truc tout bête, d'accord, donne-moi ton adresse mail interne de l'entreprise, je t'envoie la donner par mail, par exemple. Juste ça. Si la personne est l'extra-entreprise, déjà, il a un petit peu eu. Ouais, donc, mais quand c'est dans le cadre de l'urgence, la personne n'y pense pas souvent. Donc là, on va faire une recherche donc, sur la fille, voir ce qu'on peut trouver. Alors, hop là. Donc ça, c'est une distrib Linux qui s'appelle Kali, qui est spécialisée dans tout ce qui est sécurité informatique. Ah, c'est vraiment très beau. J'essaie de faire un peu la pointe pour que vous puissiez voir quelque chose. Ouais, je suis pas sûr que j'ai fini. Voilà. Donc, vous allez voir que c'est espérez voir que c'est une distribution qui est vraiment basée là-dessus. Vous avez plein de choses. Information gathering, donc toute l'information par rapport aux accès, euh, analyses de vulnérabilité, analyse des applications web, tout ce qui est database, comment essayer de rentrer sur une base de données, attaque des mots de passe Wi-Fi, euh, surtout s'il est en WPE. Alors, web, c'est génial, c'est pourri, c'est magnifique, ça tient pas 5 minutes. Pour ceux qui... En fait, vous avez deux normes principales actuellement sur le Wi-Fi. Le web, WPE, qui est la première norme qui a été mise en place. Elle avait
l'avantage de chiffrer les communications, mais une grosse faille qui était que la clé est envoyée au démarrage du Wi-Fi. Non, ça c'était le WPA. Le web, c'est des petits bouts de la clé envoyés à chaque paquet. Donc, ce qu'il faut faire simplement, c'est sniffer le réseau sur un temps assez long et reconstruire la clé. Et vous avez le mot de passe de Wi-Fi. C'est un peu dommage. Le WPA, lui, a dit en gros, au moment où je me connecte, j'envoie la clé. Donc, ce qui fait que, à partir du moment où le réseau il a dit OK, on se connaît, on peut parler, la clé ne transitera plus. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait un flux qui était resté ouvert entre les deux. Donc, si vous êtes si vous n'avez pas envie de payer Internet et que vous avez un voisin qui est en WPA, il suffit juste de couper son Internet, enfin, faire disjoncter sa maison, vous mettez avec le PC portable à côté, sniffer le Wi-Fi, et puis dès qu'il va tous les instruments vont se mettre en marche, le Wi-Fi va commencer à écouter, tout le monde va envoyer la clé. Puis après, il ne reste plus qu'à récupérer la clé. C'est schématisé, mais c'est un peu l'idée. Parce qu'il y a quand même du travail après pour récupérer, reformer la clé, c'est pas la clé qui apparaît en clair, coucou c'est moi. Donc c'est des paquets analysés quand même. Mais c'est faisable techniquement. Donc là c'était pour les mots de passe, là c'est pour le Wi-Fi, reverse engineering, donc là c'est pour tout ce qui est décompiler un logiciel et voir comment il tourne. C'est assez illisible, il faut aimer l'assembleur, hein. C'est vraiment le plus bas niveau avant l'instruction processeur, mais c'est très bien, c'est très sympa, vous pouvez apprendre plein de choses. C'est comme ça que fonctionne en fait tout ce qui est LibreOffice, OpenOffice, par rapport à la compatibilité avec la suite Office. Ils sont obligés de faire du reverse engineering sur la suite Office pour pouvoir essayer d'être compatible avec eux. C'est pour ça que c'est très compliqué. Donc, exploitation tool, sniffing et spoofing, post-exploitation, forensic, enfin voilà. Vous avez 4 grandes familles à chaque fois des outils, en sachant que certains outils peuvent se retrouver dans plusieurs familles. Là, l'outil qui va nous intéresser, c'est celui-ci, qui s'appelle Maltego. Et ce qui permet, c'est de chercher des personnes, des sites, en gros d'avoir une arborescence, un diagramme de recherche qu'on peut trouver qui sont accessibles sur Internet. Mais pas besoin de s'embêter à faire 70 sites. Donc là, on va chercher la demoiselle qui s'appelle donc Clémentine Daflou. Ah, je suis pas dans le bon sens. Non, j'ai fait une faute. Alors, cette personne n'existe pas, enfin du moins celle qui est rattachée à cette adresse mail, hein. C'est une personne que j'ai créée pour la présentation. Et qu'est-ce qu'il me dit? J'ai dû me rater quelque part. Ah, attendez, excusez-moi. Non, j'ai trouvé que c'était Gmail, donc ça devrait le faire. Puis j'ai vérifié surtout. J'arrive pas à lire en plus. C'est moi qui suis nul ou non? Pourtant ça reste bon. J'espère que c'est pas le réseau parce que je l'avais tout à l'heure. Ah, vérifier qu'on a internet quand même. Donc non, ça le réseau est là. Donc c'est juste me tromper dans le nom, mais là, à venir, j'arrive pas à voir pourquoi. On va retenter, hein. Au pire du pire, j'ai un après-écran. Voilà, ok. Donc, c'était capricieux. Donc là, il nous trouve que l'adresse mail est le type Gmail. Vous me direz, pas trop compliqué à ce niveau-là. Mais si c'était une adresse d'entreprise, on pourrait lancer une recherche en entreprise pour les DNS, savoir où ça se situe et tout. Là, on va s'intéresser à la personne. Donc, on va lui demander qu'est-ce que tu trouves si je te donne ces noms. Là, il trouve un compte Twitter, de l'adresse mail. Ça, par contre, c'est des vraies adresses mail. Donc, on ne fera pas de recherche dessus. Nous, là, ce qui nous intéressait, c'est son compte Twitter. Donc, on peut voir qu'est-ce qu'a écrit cette personne. Là, hop là, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir un peu plus. On peut voir qu'elle a écrit ceci. Donc, super vacances aux Bahamas, merci Papounet.
c'était super sympa avec un lien, donc on peut essayer de voir quel est ce lien. Ça m'embêtait, je vais pas le changer. Donc voilà, on a le lien avec le co-tweet, donc une photo. A priori, c'est en lien avec les vacances aux Bahamas. C'est pas ma souris. Et là, donc, une donnée là, triste pour mon père. J'espère que les nouveaux médicaments seront plus efficaces que les anciens. Hashtag cancer, hashtag médhypothétique. Et c'est cette partie-là en fait qui va m'intéresser. Parce que du coup, si je viens, si j'y arrive. Bon, en fait, c'est marqué là, mais c'est pas ultra lisible. Voilà. En gros, là, on va demander qu'est-ce que c'est que ce hashtag. Donc, on va chercher. À quoi ça peut bien correspondre. Donc là, on a un résumé. Ah, il y en avait une de plus la dernière fois. Donc maintenant qu'on a ces infos-là, vu que le site de l'entreprise n'est pas trouvé, que le sysadmin a bien fait son travail, que les imprimantes en Wi-Fi ont été désactivées et passent par du filaire, parce que sinon c'est génial, hein, une imprimante Wi-Fi c'est mis à jour il y a 5 ans, puis après fini. Donc toutes les failles qu'on a trouvées entre temps ne sont pas patchées. Donc vous pouvez très bien facilement rentrer dans une entreprise par une imprimante Wi-Fi. Caméra IP pareil, bien entendu. Donc, voilà. Donc là, le travail est bien fait pour une fois. C'est sécure et les patchs de sécurité sont faits régulièrement. Super. Donc, bon, on va essayer de trouver le maillon faible. Le maillon faible, c'est peut-être l'autre boîte. Si on arrive à prouver que le PDG est malade, a un cancer et qu'on va faire fuiter dans la presse, une entreprise française, enfin une entreprise en bourse, est incarnée par son PDG, pas par son conseil d'administration, mais par son PDG. Si le PDG fait preuve d'une faiblesse, réelle ou pas, le cours va s'effondrer, ou moins baisser. Donc on va essayer de jouer là-dessus. Oui, parce qu'on a beaucoup de cœur en plus. Donc on repart dans le problème de je cherche sur le site de l'entreprise, on refait l'article de presse, on refait le whiz, on retrouve l'hébergeur, on est reparti encore pour quelques semaines. Et là on trouve l'équipe des développeurs. On voit que le développeur, on arrive à trouver son nom, son prénom, donc Romain Alessugne, pareil, inventé pour l'occasion. Il a un compte Twitter, il a un compte Facebook. On va essayer de jouer sur ce biais-là. Donc, on revient sur ma VM. On va refaire la même recherche pour être sûr qu'on ne se trompe pas de personne, quand même, ça serait dommage. Hop, a priori, pas de faute non plus, j'espère. Donc là, logiquement, pareil, on retrouve que c'est du Gmail. Voilà. On recherche encore sur la personne. Potentiellement, s'il le met sur son compte Twitter, on peut avoir sa ville. Si en plus il parle un peu sur Copain d'avant, sur Facebook, machin, on peut trouver son adresse. Et avec un peu de bol, on peut se trouver ses dates de congé, vu que tout le monde dit qu'il part en vacances dans 15 jours, machin, à tel endroit. Donc si on ne trouve pas de faille, on peut très bien rentrer chez lui pour dérouler son PC. Si on peut éviter de le faire, ce sera mieux. Si on peut le faire à distance, ce sera plus sympa. Donc là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il a écrit pour vérifier qu'on ne se trompe pas de personne. Donc là, il a mis un seul tweet qui dit qu'il est super content de travailler pour donc notre labo pharmaceutique, que l'ambiance est super sympa et le travail intéressant, on sauve des vies. Donc, le mec est très emballé par son truc, ce qui est très bien. Maintenant, on va essayer de voir si on ne peut pas se servir de lui comme fait. Donc, pour ça, on va faire plusieurs choses. Déjà, on va passer les slides. Voilà. Maintenant qu'on a trouvé donc potentiellement un plan, une faille potentielle, on va essayer de l'exploiter. Et si c'est pas grave, si ça marche pas, on reviendra sur notre base, donc c'est-à-dire tous les autres documents qu'on a à côté, voir ce qu'on peut en faire. Ce qu'on va faire là, on va envoyer donc au développeur info mail Facebook pour avoir accès à son ordinateur et du coup à son compte Git. Git, ça parle à tout le monde? Gestion de conf, tout ça. En gros, quand on développe, on est plusieurs à travailler sur un même projet. On ne s'envoie pas le code qu'on fait à chaque fois à la main ou par clé USB, c'est assez redondant. Du coup, on a des gestions de conf, Git, SVN, c'est des GNO. Et du coup, en gros, quand moi je dis je travaille, je pousse mon code,
Donc ma classe Toto, j'ai modifié. Si personne d'autre a modifié Toto, vous pourrez la récupérer facilement. Si deux personnes ont modifié Toto, moi à ligne 20 et vous par exemple à ligne 250, le logiciel va être capable de dire ça ne s'impacte pas, je mets les deux ensemble. Par contre, c'est sur la même ligne, là il va dire stop, moi je ne sais plus quoi faire, débrouillez-vous entre vous. Fallait mieux communiquer. En gros, hein, pour faire simple. Donc on va envoyer un faux mail donc, à notre développeur pour avoir accès à son compte. Alors, un faux mail en soi, oui, on pourrait le faire, mais on va faire quelque chose d'un peu plus sympa, c'est qu'on va l'envoyer surtout sur un faux compte, sur un faux site. Dommage, je l'avance. Donc, ça, pour la recherche, on n'en a plus besoin. Ça non plus. Voilà. Là, on est sur un outil, toujours pareil, de Kali. Et en quelques touches clavier, on va pouvoir faire un faux site avec une faille de sécurité qui va infecter l'ordinateur de notre cible. Encore faut-il qu'il y aille. Normalement, s'il n'est pas normalement, il ne va pas chercher sur tout Internet pour trouver des sites ratés. Donc, il va falloir qu'on l'emmène à venir sur notre site. Donc là, on va lui dire que donc, on veut faire une attaque par... donc le vecteur, c'est un site web. Là, bon, c'est pour la démo, donc on va prendre les données un peu par défaut. Hein. C'est juste plus pour vous montrer qu'on peut facilement cloner un site. C'est un gros feignant, et le site va le faire pour nous. L'outil va le faire pour nous. Donc, on va demander de le faire. Là, on lui donne les informations vers où pointer. Alors, là, bien entendu, je donne l'IP local parce que mon objectif, c'est pas que quelqu'un ait vraiment son site. Hein. Mais sinon, on achèterait un nom de domaine, on serait pointé vers le nom de domaine. Voilà. Il nous demande donc l'adresse du site à cloner. Donc là, on va lui mettre qu'on veut qu'il clone facebook.com. Donc là, il a trouvé que la première page par défaut, c'est login de Facebook. Donc il a trouvé le site, il n'y a pas de problème là-dessus. Là, on va lui demander donc de mettre une injection dedans. Le port à écouter, on va mettre le 443. Le 443, c'est celui de HTTPS. Okay, le petit cadenas quand vous êtes sur votre compte bancaire, ou autre maintenant d'ailleurs. Donc l'objectif, c'est qu'on va lui dire, voilà, là, le site va être en HTTPS. En gros, donc c'est facile. Non. Alors là, il y a une partie qui a été exclusée par le logiciel, mais il peut me dire, soit tu as acheté ton certificat SSL, donc pour avoir le petit cadenas, soit maintenant on peut l'auto-signer nous-mêmes, c'est juste que ça ne sera pas reconnu comme, comme de confiance par les autres sites. En fait, la sécurité marche sur un système de confiance. Donc, par exemple, vous avez des certificats, Microsoft ou autres, qui émet des certificats pour le site de la Data University, par exemple. Et ils vont dire, je confirme que le site data-university.fr correspond bien à cette entreprise. Et comme ça, celui qui vient voir, vu qu'il fait confiance à Microsoft qui délivre le serveur, par exemple, va dire, ok, je te crois, c'est bon. Donc si vous faites un certificat auto-signé, c'est-à-dire que c'est vous qui l'émettez, vous n'êtes pas un tiers de confiance, sauf s'il avait réussi à hacker un site d'un tiers de confiance, mais alors là, du coup, bien joué. Il y a plein d'argent à faire, en ce cas. Mais tous les sites vont vous dire, en gros, attention, cette page est potentiellement risquée, nous vous conseillons de partir. Du coup, on a un problème. Il ne voudra pas cliquer sur notre lien. Heureusement, il y a une fondation qui a fait Let's Encrypt. Let's Encrypt qui permet, en gros, eux, sont un certificat de confiance, un tiers de confiance, et vous permettent gratuitement d'avoir un certificat SSL. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir démocratiser le SSL pour que les gens, en fait, puissent naviguer sans être sniffés sur le réseau. Donc, dans un cas d'une sécurité plus grande, donc que tout le monde puisse être en SSL, ils nous permettent d'avoir un certificat reconnu comme de confiance. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur le site, il ne vous dira pas « celui-là a l'air foireux ». Donc, comment on peut détourner un outil de sa fonctionnalité de base? Donc là, si je vais sur localhost, donc localhost c'est bien mon site en local, donc sur ma machine, hein, vous pouvez voir que nous avons un joli site Facebook. Plus vrai que nature, puisqu'ils ont pris, le logiciel a pris les données de Facebook. Si, bien sûr, à l'URL, heureusement. Mais en fait, là, d'ici, il est marqué localhost. Voilà. Alors, pour la phase d'après, justement, c'est intéressant que vous puissiez voir l'URL. Alors, ça, c'est ma boîte mail perso, donc. Et je me suis envoyé un mail, Facebook, tentative d'intrusion sur votre compte, là, robot@facebook.com,
A, bon pour moi, hein, ok, c'est envoyé le 1er avril. Il y en avait un autre, hein, c'était pas que c'est une blague, hein, à 19h15. Attends, alors si vous voulez vous rapprocher pour le lire, il n'y a pas de souci. Attention, nous avons détecté une tentative d'intrusion sur votre compte. Pour améliorer la sécurité de votre compte, il est recommandé de changer votre mot de passe et d'activer l'authentification en 2 étapes, à 2 facteurs donc, comme expliqué sur notre page liée à la sécurité. Tout le monde connaît l'authentification en 2 étapes ou pas? Potentiellement recevoir un SMS sur son téléphone, taper le code, avoir Google a une appli sur le téléphone qui a un chiffre qui change régulièrement et il faut donner ce chiffre. Donc si je vais, là je suis sur ma machine Windows, hein, je suis plus sur Kali, si on clique sur le lien, on peut voir donc conseils de sécurité, 6 conseils à suivre pour protéger votre compte. Donc c'est la vraie page de Facebook, puisque c'est pour donner un petit côté sympa. Maintenant, le mail, je l'ai là. Maintenant, donc, si je clique là, on est d'accord, conseil de sécurité, un peu long, c'est Microsoft, enfin c'est IE. Maintenant, si je clique là, la page ne peut pas s'afficher. Donc là, lui, il a craqué, c'est bien. Bon, là, on est d'accord, c'est ma page Facebook. Quand je clique sur l'autre lien de ma page, Facebook ne fonctionne pas. Parce que moi, dans mon mail, en fait, je clique sur cette page-là. Parce que ça, derrière, je rachetais ce nom de domaine-là qui renverra vers ma machine. Mais pourtant, on est d'accord, c'est facebook.com. Alors, vous pouvez vous approcher pour voir. Vous voyez http://facebook.com. La petite nuance, en fait, c'est ici. Là, là et là. Allez, petite nuance, hein. Caractère vietnamien. C'est pas des E, c'est pas des O. Ce sont des caractères vietnamiens. Ce qui veut dire que vous voyez, encore moins dans l'URL, surtout que là, ça se voit pas très bien, mais c'est-à-dire que si vous faites pas attention, vous croyez être sur Facebook. En fait, non. Depuis que l'ICANN, en fait, l'a un peu fait taper sur les doigts, comme quoi le fait qu'il n'y ait pas d'accent dans les URL, c'était discriminatoire, c'était trop anglophone, machin. Nous, on voulait avoir, j'ai n'importe quoi, Café de Paris avec un et, machin. Donc, c'est un peu râlé. Les Vietnamiens aussi, parce que suivant ou s'il y a un point en haut, en bas, un tilde, un chapeau, machin, c'est plus du tout le même mot. Du coup, eux aussi, ils ont râlé, parce que du coup, ça correspondait pas à grand chose chez eux. Du coup, on peut mettre des accents. Donc, ça veut dire que vous mettez un accent, vous enregistrez le nom de domaine, avec un petit point en bas, personne ne le voit. Un accent et, Facebook avec un et, ça par contre tout le monde le grille. Mais vous avez du coup une super copie, surtout que, pour rappel, cette page renverra bien sur celle-ci. Et en se connectant dessus, il chope mon virus. Maintenant, alors, pour être honnête, j'aime pas IE. Voilà. Donc ça au moins c'est clair. Pour moi, en tant que développeur, IE c'est une honte. Aussi bien le 10, le 11 que vous voulez. Edge, c'est un peu moins pire, parce qu'ils n'ont pas sur leur moteur à eux. Mais voilà. Donc, je ne serai pas très agréable avec IE ce soir. Vous m'en excusez, surtout s'il y a des personnes qui travaillent dans Microsoft. Le reste de leurs outils sont bien, mais IE est une. Voilà. Si j'ai fait par Firefox, si vous notez ici l'adresse, elle n'est pas du tout la même. Tout à l'heure, on avait marqué Facebook. Là, on a xn-facbk-p51. En fait, c'est la transcription des E et des 0, des O vietnamiens. Donc là, vous pouvez le voir plus facilement avec Firefox. Avec Chrome, c'est pareil. De toute façon, en règle générale, quel que soit votre interlocuteur, si vous envoie un mail en vous disant cliquez ici, on ne clique pas, on va sur Internet, on fait une recherche et on passe par ce truc-là. Tout bêtement, on est d'accord que logiquement les impôts sont dignes de confiance. Il y en a qui rigolent, c'est pas bien ça par contre. Ne pas répondre à impôts.gouv.fr qui m'est envoyé à moi. Par contre, si on regarde répondre à, c'est mon adresse perso. J'ai créé avec ce programme-là, RunClub, vous pouvez très facilement créer une identité, lui donner l'URL que vous voulez, c'est juste que l'adresse de retour, c'est la vôtre, la vraie. Mais si les gens ne regardent pas et suivant leur logiciel ne voient pas ça, ils pensent que le mail est envoyé par les impôts. Donc le cliquer ici du mail des impôts n'est peut-être pas le bon. Je dis ça parce qu'en ce moment, à partir d'aujourd'hui, on reçoit tous ces mails pour dire que la déclaration en ligne est obligatoire. Donc passez plutôt par un moteur de recherche pour faire votre déclaration en ligne.
Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Surtout que pour rappel, il vous demande vos coordonnées bancaires. Donc, voilà. Donc, on a notre VM qui s'est mis en pause d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, on a la personne qui clique sur notre site et qui se fait infester. Donc, maintenant, on a accès à sa machine, et ce qui fait que tout ce qu'on va faire sera par son IP. Donc, on va attendre qu'il utilise Git, ou d'ailleurs dans la gestion de conf, enfin dans les fichiers de configuration de Git, on retrouvera le login mot de passe, c'est plutôt simple. C'est très facile, hein, c'est dans c2.1/user/user/.m2 pour Maven par exemple. Pour SVN, pour ce que vous voulez, vous trouvez facilement les login mot de passe. Donc, on va pouvoir envoyer sur le site du labo un code vérolé. Donc, le site qui était propre à la base va y avoir une faille à cause de nous. Et le plus beau, c'est que quand ils vont voir qui a poussé la faille, c'est notre développeur, c'est pas nous. C'est avec les logins. Et puis s'il dit non, c'est pas moi, j'ai rien fait, pas de problème, on regarde l'IP. Ah, mais ça vient de ton PC, mon grand. Donc techniquement, c'est lui qui ira en prison. Je dis ça parce qu'il faut savoir que dans le monde, il y a à peu près 6 millions de PC infestés. On appelle des machines zombies. Donc une machine zombie, c'est que vous êtes infecté, vous ne savez pas. Et la personne va servir de votre PC pour envoyer une attaque, pour miner du Bitcoin, pour ceux qui connaissent. Hein, c'est bien, c'est consommateur en énergie, ça rapporte de l'argent, surtout quand c'est pas vous, votre PC qui chauffe pour ça. Ou d'être dans la data. Vous avez vu combien ça coûte par mois un serveur AWS pour faire tourner un dataset? Moi j'ai regardé pour la plupart ça me coûtait 100 € par mois. Si je peux avoir tous vos PC et vous fassiez le boulot par mois et me renvoyer l'info, ça me coûte 0 en électricité, 0 en location de serveur. J'ai pas dit que je le ferais, hein. On est d'accord. Donc voilà, donc là on a notre mail, le fait qu'il qu'elle soit notre site sur lequel il va se loguer. Et maintenant, comme je disais, on va mettre du code vérolé. Ce code vérolé va nous permettre d'avoir accès, alors c'est un outil de démo, pas fait par moi, hein, sur Kali, donc il a des petites limitations, il marche assez mal sur ma VM. En fait, j'ai pas réussi à le faire tourner. J'arrivais à très bien le faire tourner sur la VM précédente avant qu'elle crache, mais sur le téléphone, sur l'ordi, c'était super. On peut accéder à la webcam, on peut accéder à tout. Donc, comme je dis, c'est un outil de démo, donc ce qui fait que on le verra, parce que je vous montrerai l'ordinateur, on verra que l'ordinateur, par exemple, va prévenir qu'il y a quelque chose. Mais il y a des outils qui permettent de faire la même chose sans vous prévenir. Donc, ce qu'on va faire, c'est des imprimes écran de tout ce qui est vu sur le site. Comme ça, on voit la personne, l'imprime écran du moment où il achète son médicament. On utilise la webcam pour voir que c'est bien lui qui achète le médicament. Et en plus, avec le tweet de la fille, plus tout ça, on a gagné. On n'a plus qu'à faire sortir ça dans la presse. Je sais pas si vous avez noté, mais je n'ai écrit aucune ligne de code depuis le début. C'est juste d'outils qui sont présents et à disposition. Alors, lui, on va l'arrêter. Maintenant, on n'a plus besoin. On va passer à côté. Pour faire tourner en local le magnifique site de notre labo. Site qui n'a pas été fait par moi, c'est mis en haut. C'est le site qui a été fait par le blog du hacker, une personne qui a fait ça dans le cadre d'une formation qui était sur Udemy, sur la sécurité. Je lui ai demandé si je pouvais me resserrer à son site parce qu'il y avait pas mal de petites failles qui m'intéressaient, qui avait un design plutôt joli, qui était déjà fait et qui a mérité de revoir à faire un site. Voilà. Mais n'hésitez pas à faire un tour sur son site, il est assez sympa et permet de donner pas mal de petites définitions de la sécurité. Donc on est sur le site du laboratoire, et on a médicaments contre le cancer, médicaments contre les problèmes sexuels, et après du lorem ipsum parce que j'ai pas envie de faire 10 pages comme ça. Donc là, en gros, on a injecté un bout de code qui est que ici, sur cette page, il y a une faille. Une faille de type XSS. En gros, il y a un bout de code ici, JavaScript, qui tourne, qu'on ne voit pas, mais qui envoie des données. Ce qui veut dire que si je me mets en mode debug, pour ceux qui connaissent, c'est lui. Vous voyez, il tourne régulièrement. Hook.js, tac, 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 tac. Régulièrement, en fait, il scanne le site. Et tout ce qui est fait, tout ce qui se passe sur le site, en fait, est visible depuis notre interface. Alors, c'est laquelle déjà?
cet outil. Là, il me dit donc, c'est vraiment pas lisible, je suis désolé. Que là, il y a une personne connectée sur le site. Or, là, c'est par l'IP. Hein. Alors, ça ne se voit pas, mais il y a un petit pingouin pour dire que c'est sous Linux. Il y a, j'arrive plus trop à voir à côté. Il ne connaît pas le navigateur et on a le site. Donc, là, ce qu'on peut faire, potentiellement, par exemple, taper screen. On a une extension screenshot et on peut lancer la commande pour pouvoir voir ce que fait la personne. Comme je vous dis, ça marche pas très bien. Donc, on est d'accord, c'est sur ma VM. Là, je reviens sur sur ma machine principale. J'ai perdu ma souris. Là, ici. Non, c'est pas lui que je veux. Hop, démo. Voilà. Donc là, on est sur ma machine Windows, donc on est en dehors de la VM. On est d'accord. Je viens ici, donc j'ai mon arti, j'ai ma faille qui est, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Si on arrive à voir, c'est vraiment, c'est là. Je vais vous copier le bout de petit code en fait. Je vais vous mettre dans un, je sais pas encore, je vais vous mettre. Voilà. En gros, vous avez ce code là qui est injecté. Script src est égal à le lien vers BIF, donc là, le site que je vous montrais tout à l'heure. Et voilà. Et donc, en fait, ça, c'est une faille CSS parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qu'a fait le développeur, mais quelque chose qu'on a injecté et qui est compris comme du JavaScript. Et du coup, c'est-à-dire qu'à l'affichage de la page, il va chercher le script qui, lui, a sa fonction d'init qui va récupérer des informations. La faille CSS, c'est assez sympathique, il vous permet de faire pas mal de choses pour récupérer plein d'informations sur les gens. S'ils sont sur IE, désolé encore, mais vous pouvez infecter potentiellement la machine. IE étant lié à l'OS, il a des ramifications jusqu'au cœur de l'OS, ce que n'ont pas les autres navigateurs. Donc, ce qui fait qu'avec des failles sous IE, vous pouvez vraiment rentrer dans le cœur vraiment de la machine. Tu vois, rien que pour une raison de sécurité, ne passez pas par IE. Firefox, Chrome, ne peuvent pas, n'ont pas ces ramifications. Donc rien que ça déjà, rien que pour ça, ça mériterait. Puis récemment, vous me facilitez la vie en tant que développeur parce que maintenant sur iOS, c'est très très casse-pied. Une compatibilité graphique par exemple. Donc là, voilà. Donc on a notre faille. Et hop, je vais faire ça. Non, je vais le remettre là. Hop, je tourne le PC, vous puissiez voir. Hop là. C'est ultra difficile d'arriver à se retrouver. Alors, je suis perdu. Non, c'est bon. Tac. Donc, ma VM là, ma machine Windows ici. Je sais que j'avais vachement magicien, mais c'est juste pour montrer que ça fonctionne. Hein. Et que c'est pas un tour de passe-passe. Alors, est-ce qu'il va arriver à la lancer? Non, il ne l'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu mon navigateur. Non, on va passer un premier navigateur, je sais pas ça. Je vais aller rester en mémoire et je pense qu'il fait pas le lien. Allez, on va prendre notre cher ami. Tiens. Ah, mais il est là, lui. Ok. Ok. Je suis là. Je vais essayer de l'éteindre du coup. Hop. Webcam, HTML.
pop-up ou pas? Il a pas envie ce soir, c'est agréable. Normalement, j'ai ma webcam qui s'allume. Bon, il a décidé d'être casse-pied. C'est dommage. On va essayer de faire autre chose en attendant. Fake flash update. Est-ce que ça va le réveiller ça? Non, on dirait qu'il a pas trouvé mon site. Ah, je suis étonné parce que j'ai mis le problème pour l'instant. Là, je reste en local, mais c'est moins agréable, c'est moins sympa. Bon, il a décidé d'être casse-pied, c'est son choix. Ok, on va rester en local, c'est pas grave, moi il a déco. Tu peux le faire depuis le téléphone, mais bon, c'est un peu plus casse-pied. Execute commande. Bon, maintenant je suis là-dessus. Bon, d'accord, il a essayé d'être casse-pied. Ok, là je sais pas pourquoi. Le plus drôle, c'est que ça m'a jamais fait le coup, hein, quand même. La dernière fois, la VM est tombée en panne, oui, il n'y a pas de souci, mais pas celui-là, quand même. Ça y est, du premier coup, dis donc. Donc là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a allumé la webcam du téléphone, enfin du PC, donc la machine Windows, depuis la VM Linux, donc comme si c'était deux machines indépendantes. Donc là, on peut filmer ce qui se passe. Or, bien sûr, c'est pas discret parce que, alors vous voyez pas là-bas, mais parce qu'on a le petit pointeur et qu'il y a une pop-up qui est apparue. Mais c'est ce genre de truc, on peut le bypasser. On peut très bien faire en mode discret. La NSA est très très douée là-dedans, par exemple. Et du coup, ce qui nous permettrait ici, et ça par contre je dis que ça ne m'étonne pas parce que ça n'a jamais marché, d'avoir l'information. Et donc de pouvoir voir la donnée. Après, ce qu'on peut faire, si imaginons on voulait avoir plus d'informations sur la personne et avoir un meilleur accès à son ordinateur, on peut aussi lui faire apparaître ça. Bon, lui, bien sûr, ça n'apparaîtra pas. En gros, on va essayer sur le IE peut-être. Il faut bien qu'il serve à quelque chose. Hop. On peut lui dire que, par exemple, sa version de Flash n'est pas à jour et qu'il serait bien qu'il fasse justement la mise à jour. Voilà. Donc, est-ce qu'il va me la faire apparaître ou pas? Ou bien lui là-dessus. Mais il n'y arrive pas. Mais en gros, voilà. Vous pouvez lui dire que. Euh, Peut-être là. Tu vois, j'ai jamais testé, peut-être que ça peut être marrant avec lui. On va voir. En gros, voilà, vous avez plusieurs outils qui sont spécifiques à des navigateurs, à des choses. Là, on peut arrêter la webcam déjà. On peut lui faire apparaître un faux bandeau de mise à jour. On peut lui faire apparaître un système de clickjacking. Donc, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, le clickjacking, c'est de faire apparaître un faux site par rapport au site qu'on voudrait, entre guillemets, arnaquer. Par exemple, vous faites un jeu par exemple, il faut que vous mettez de l'argent un portefeuille le plus vite possible. Et celui qui fait le meilleur temps, formation, comme quoi d'autres ont joué, on fait 1 seconde 72, machin. Donc en fait, montrer qu'il y a de l'activité, que c'est un vrai jeu. En fait, derrière, vous avez le site réel qu'il ne voit pas. Et quand vous faites le drag and drop, machin, et que la personne clique et tout, qui fait pas gaffe, au moins il va cliquer sur un bouton qui s'appelle commander. Par exemple d'Amazon. Donc si vous avez votre session Amazon qui est ouverte, vous voyez pas, vous ne savez pas, tout est correct pour Amazon, vous cliquez sur commander et vous venez d'acheter quelque chose. Bien sûr, je peux c'est bon. Donc vous pouvez avoir du coup rentrer dans l'ordinateur de la cible ou lui faire acheter des affaires, enfin bon. Donc
pour revenir à notre utilisation, on a donc le tweet de la fille, l'imprime écran, le webcam. Je vais arrêter parce que ça va finir par me stresser, l'air de rien. Voilà. On a tout ça. Potentiellement, si on les fait faire la mise à jour Java, on a pu rentrer dans sa machine, voir depuis combien de temps il prend des médicaments, trouver les comptes avec lesquels il a fait les paiements, parce qu'il a peut-être pas utilisé des comptes à lui pour essayer d'être discret. Donc, en fait, monter sur toute l'information là. Et vous faites tout, donc après, vous faites fuiter tout ça dans la presse. Donc, il y a notre attaque et puis il y a un après-attaque quand même. Parce que nous, notre travail est fini, mais il va y avoir d'autres choses qui vont se passer derrière. Là, par contre, c'est que des hypothèses. Comme j'ai dit tout à l'heure, le labo va essayer de comprendre comment il s'est fait avoir. Parce qu'en plus, au niveau de la réputation, ils y perdent énormément. Même s'ils sont victimes d'une faille, c'est pas enfin, en soi, c'était pas de leur faute. Du coup, ils vont essayer de comprendre d'où ça vient. Ils vont voir que c'est le développeur qui sera licencié, qui sera attaqué en justice, potentiellement. PDG de la première entreprise donc a remis sa démission parce qu'à la suite de ça, ça l'a beaucoup fatigué, qu'il ne se sent plus en capacité de tenir à bien les commandes de l'entreprise. Les actions baissent et l'entreprise qui l'a mandaté en profite pour faire une OPA hostile et rachète son concurrent principal. Et nous, on rejoint notre argent via Bitcoin parce qu'on aura pris avant, bien sûr, 3 informations sur l'entreprise qui nous a payé, enfin qui nous a proposé le travail. On aura fait de l'imprime écran et tout ça pour être sûr d'être payé. Donc voilà. Donc c'était la petite hypothèse. J'aurais aimé que ça se déroule un tout petit peu mieux, ça m'aurait facilité. Mais bon. Maintenant, dernier truc, c'est est-ce que ce que je vous ai dit est un fantasme, est-ce que ça peut arriver? Bon, à mon avis, vous commencez un peu à vous douter de la réponse. Un article du 20 minutes qui date de 2010, donc vous voyez, c'est pas récent, qui parle du site Please Rob Me. Donc, en gros, le site pour savoir quand se faire cambrioler. Tout le monde met tout sur Internet. Du coup, ce que j'ai tout à l'heure, c'est génial, on va bientôt partir en vacances en Bahamas, 15 jours de repos, ça va être super. Et puis dès que vous arrivez, vous mettez la photo de la plage est super belle, pour dégoûter un peu tout le monde. Mais vu qu'on met aussi potentiellement où est-ce qu'on habite, machin, sur les différents sites, bah on sait où vous habitez, on sait que vous n'êtes pas là. Donc on sait que potentiellement, on peut profiter de venir visiter chez vous. Et il ne faut pas oublier que si vous utilisez l'application Facebook, Twitter ou autre, vous êtes géolocalisé. Donc potentiellement, on peut aussi voir où vous êtes en temps réel. Et puis il ne faut pas oublier que les smartphones restent que des ordinateurs. Une miniature, mais des ordinateurs, donc avec toutes leurs failles. Petit imprimé écran d'aujourd'hui, pour spécialement pour vous. Hein. Caméra IP accessible. Donc vous voyez, c'était à 13h50 aujourd'hui. Donc on peut voir que le monsieur, ou la dame hein, d'ailleurs, on va pas être sexiste, a mis 4 caméras chez lui, qu'au passage, ça ne le dérange pas de filmer chez ses voisins, ce qui est illégal. Mais bon. Et l'entrée de son perron. Donc ce qui veut dire que si vous avez du temps, au passage, j'ai enlevé, mais ici il y avait l'adresse, là, là et là. Oui, histoire de me faciliter le travail au passage. Je peux vous dire que c'est dans la région parisienne. Et je peux même, et s'il était méchant, je vous donnerais même le nom de la ville et le nom de la rue et le numéro. Je peux vous dire que c'est le numéro 4, je ne dirai pas le reste. Donc, ce qui fait que si vous avez du temps à perdre, vous êtes au chômage et avoir une ressource non déclarable au fisc, vous avez quoi? Potentiellement l'entrée et le portail et le portillon. Vous savez quand la personne sort de chez lui. Vous pouvez voir en plus, grâce à cette gentille personne, si les voisins sont chez eux. Donc est-ce qu'ils vont vous voir ou pas? Et donc vous pouvez savoir quand est-ce que vous pouvez aller chez la personne. Et accessoirement, si ça fait une semaine que vous regardez les vidéos, que vous voyez monsieur rentre à telle heure, madame rentre à telle heure, les enfants à telle heure, et que tel jour monsieur rentre à une heure un peu plus tôt, mais pas avec madame, un imprimé écran, vous pouvez le faire chanter. Oui, parce qu'on est aussi, comme je disais tout à l'heure, on a du cœur. Une autre webcam, parce que là c'était extérieur, maintenant on rentre, c'est une autre personne là par contre, hein, chez quelqu'un, on peut voir que la personne a une passion pour mettre les matelas au sol. Il y a une télé dans l'angle, mais ça se voit pas trop. Et puis après, un peu d'affaires en vrac, mais il n'y a encore personne sur l'écran, donc c'est moins gênant. Là, on peut voir chez une autre personne, enfin j'espère que c'est une personne,
quelqu'un en train de téléphoner, j'ai flouté le visage, quand même, pour être réglo. Et vous avez l'heure ici, vous avez l'heure là, donc déjà, facilement, pour en déduire sur quel fuseau horaire est la personne, donc où est-ce qu'il habite potentiellement dans le monde. Et avec l'IP, parce que là on ne voit pas, mais il y a aussi l'IP, du coup, vous pouvez facilement faire une géologue d'IP, plein de sites spécialisés sur Internet, gratuits, vous tapez l'IP, vous pouvez arriver à retrouver où habite la personne, et là c'est pareil, vous pouvez savoir quand est-ce que vous pouvez venir chez lui. J'ai raté, ouais, ça c'est plus pour vous déjà. En premier. Ceci, les petits chiffres que vous voyez ici, là, 185 163, 183 631, 30 481, 23 520, 21 361. Top 5 des bases Postgre ouvertes au public. Par J ouvertes au public, c'est qu'ils n'ont pas changé le mot de passe par défaut. Là, c'est pareil, flouté, mais vous aviez les IP. On peut voir que là, il y avait la Belgique, ici la Pologne, la Chine, la Pologne, la France. Pas toujours, hein. Voilà. Et du coup, bah, vous pouvez voir à chaque fois pour les tests faits les résultats. Et donc, vous pouvez voir est-ce qu'il y a des bases de données accessibles ou pas. Autre exemple qui va être intéressant, donc je parlais des smartphones tout à l'heure. Vous mettez dans un document Word un virus spécial Android, spécial iOS, et ça vous permet d'avoir un accès à la caméra, même si de frontal n'est pas forcément de très bonne qualité. Bon, habituellement, on n'a pas le téléphone à 8 mètres de soi, donc on arrive quand même à détecter la personne. On peut mettre un keylogger, c'est très pratique, comme ça dès que la personne se connecte sur un site, on sait ce qu'il fait, on peut avoir ses identifiants pour la banque, pour ce que vous voulez. On peut aussi avoir ses déplacements. Ça, c'était la présentation d'un collègue sur tout ce qui était IoT, Android et tout. Et là, il avait fait, je crois, c'était un de ses amis, il avait pris tous ses déplacements. Il peut avoir sur une Google Maps tous les déplacements de la personne, avec les horaires et tout. Ce qui veut dire que si vous voulez infecter la personne, vous pouvez facilement lui déposer une clé verrouillée sur son passage, euh, lui rentrer dedans malencontreusement, profiter qu'il ait une montre connectée, donc du Bluetooth, pour utiliser ce canal-là pour injecter quelque chose, ou récupérer ses contacts. Enfin, les possibilités sont assez importantes. Petite question, qui d'entre vous a une carte bancaire sans contact? Qui d'entre vous croit qu'elle est sécurisée? Vous pouvez garder les bras baissés, on gagne du temps. Non, c'est absolument pas sécure. En fait, c'est pas sécure parce que la première version ne l'était pas. Les données étaient lisibles en clair pour le numéro du compte, le numéro de la personne, ses achats, ses derniers achats, tout était visible. Le problème, c'est vu que ça a commencé à être mis en circulation, bah du coup, il a fallu s'adapter à cette norme. Après, ils ont voulu sécuriser. À partir du moment où vous avez la première norme qui est mise en place, c'est très difficile. Parce qu'il y a déjà les personnes qui ont la première version. Vous pouvez pas dire stop. Maintenant, Mouloud, tu as payé 80 € ta carte bancaire, bah, tu vas la réacheter parce qu'on a été des couillons, en gros. Du coup, bah, c'est pas sécure. Alors, avec le temps, ça le devient de plus en plus, mais ça reste tout à fait accessible. Il suffit d'avoir un truc hyper compliqué, ceci. Voilà. Vous passez dans le métro, dans le tram, ce que vous voulez. Aux heures de pointe, il y a de la promiscuité. Hein. Vous avez le téléphone dans la poche, vous appuyez sur le bouton, ça scanne. C'est une carte passive, donc c'est une puce passive, hein, la carte bancaire, donc elle vous préviendra même pas. Heureusement, parce qu'à chaque fois que vous payez, ça se notait dans tous les sens, ce serait pas très efficace. Mais voilà, du coup, la carte bancaire n'est pas sécure. Le système bancaire hein, repose sur un protocole qu'on appelle SWIFT. Le protocole, ça fait des années qu'il est trouvé, mais vu que toutes les banques du monde l'utilisent, enfin il y a deux protocoles, mais celui-là est très utilisé, et bah, du coup il va falloir remplacer comme ça. Ce qui a permis à des petits malins de faire passer pour une banque nationale, je crois, du Bangladesh, envoyer une demande de virement à la banque nationale américaine, qui a envoyé les virements. 200 millions. Et puis au moment, les mecs ils se sont dit quand même, c'est bizarre parce que l'ordre de virement, il date quand même de la semaine dernière, enfin, l'indicateur. On va les appeler, au bout de 60 millions quand même. Hein. Bah non, c'est pas nous. Ah, bon, bah on va arrêter alors. Les mecs ont eu le temps, entre temps, de prendre 60 millions. Bon. Pour la banque centrale américaine, ils n'ont pas dû vraiment remarquer la différence, mais ça passe pour des idiots. Il y a d'autres moyens de gagner de l'argent. Il y a les petits malins, qui devaient être quand même bien renseignés, qui savaient qu'il y a certains distributeurs automatiques de billets. Actuellement, ils tournent à peu près tous sur Linux. Mais il y en a encore quelques-uns qui tournaient sous XP. Donc ils sont arrivés devant le distributeur, perceuse, accès au port USB, une clé USB, et hop là, jackpot. Mieux qu'au casino.
Et puis en plus, vous faites mal à la personne. Vous n'arrivez pas avec un pistolet, vous braquez pas quelqu'un. Ce qui est plutôt agréable. Donc voilà. Donc à ce niveau-là, les failles. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va faire un programme, enfin surtout moi en tant qu'informaticien, il faut arriver à réfléchir comment un attaquant va pouvoir l'utiliser. Quelle fonctionnalité j'ai mis en place qui va pouvoir détourner. Truc tout bête. Quand vous allez sur un site quel qu'il soit, vous voulez savoir si vous êtes déjà connecté sur le site. Imaginons, vous tapez votre adresse mail, le mot de passe que vous pensez vous souvenir, et là le truc vous dit non, l'un des deux n'est pas bon. Du coup, vous ne savez pas si vous êtes inscrit déjà sur ce site. Et vous ne devez pas le savoir, parce que sinon, pour un attaquant, ça permet de savoir qui est sur le site. Et après, potentiellement, essayer d'attaquer tous les comptes. Maintenant, vous passez par la partie inscription. Vous tapez votre adresse mail. Et là, le truc vous répond non, tu es déjà inscrit sur le site. C'est dommage. Parce que du coup, moi, en tant qu'attaquant, ça me permet de dire bah, telle personne est déjà inscrite sur le site. C'était dans le cadre d'un debug bounty où j'avais remonté une anneau comme ça à un site, en disant bah, c'est bien, je peux savoir tous vos utilisateurs. Ouais, c'est pas une faille parce que si on fait plus de 3 essais, ça bloque le compte. Je suis d'accord. Mais j'ai aussi votre compte admin. Donc je fais un petit script et je bloque tous les comptes. Puis vu que je suis sympa, je le fais tourner toutes les 10 minutes. Et puis à un moment, vous en allez avoir marre. Donc vous allez enlever les arrêts des 3 tentatives. Sinon, je bloque tout le monde pendant tout le temps. Donc vous y perdez en business, vous y perdez. Donc vous allez essayer de rentrer. Et bah du coup, brute force. Puis là, je tape tous les modules supplémentaires. Puis un moment ou un autre, on rentrerait. Donc tout bêtement, juste le inscrivez-vous, potentiellement, ça peut être une faille. Du coup, moyen de s'en prémunir, parce qu'il y a quand même des moyens. Mais quand vous tapez votre adresse mail pour vous inscrire, le site vous dit, d'Asson, je vous envoie un mail pour vérifier votre adresse mail. En gros, c'est ça. Bah, ce que doit faire le site, il est bien fait, c'est détecter est-ce que mon adresse mail existe déjà. Si oui, envoyez à la personne sans le prévenir le mail mot de passe oublié. Sinon, envoyez première inscription. Et d'un point de vue purement site web, vous voyez, un email est envoyé à votre adresse mail. Du coup, moi, en tant qu'attaquant, je ne peux pas savoir si c'est déjà inscrit sur le site. Petite parade. Donc voilà, donc ça paraît tout bête, mais il y a toujours essayer de réfléchir comment on peut détourner un truc. Vous, au niveau de l'IA, tout bêtement, l'IA Norman, qui a appris à partir de tweets, en moins de 24 heures, était devenu raciste. Puis bien raciste, hein, en 39, on sait de quel côté elle aurait été. Parce que des personnes sont amusées à la pourrir, en fait. Et on voyait que des bêtises, que des trucs racistes, et du coup, elle est devenue raciste. Là, il n'y a encore pas très longtemps, j'ai un article sur comment arriver à hacker un système, une intelligence artificielle au niveau de la lecture de panneaux. Juste, des fois, c'est mettre par exemple, un autocollant. Par exemple, imaginons ça, c'est votre rond de votre sens interdit. Un autocollant ici, par exemple. Il n'est pas habitué à ce pattern, il n'arrivera plus à trouver le truc. Et ce qui fait que à un pixel près, ça donnait sur certains datasets, bah, ceci n'est pas une voiture, c'est un cheval. Alors que c'est juste à cause d'un pixel. C'est plus un cheval, c'est une grenouille. Parce que vu que le pixel est au niveau du flanc du cheval, le dataset avait l'impression que c'était, après la convolution, que c'était du coup l'œil de la grenouille. Enfin, je sais pas si vous avez vu déjà toutes ces convolutions et tout. Non, pas encore. Bon, en fait, vous traitez l'image, vous la rétrécissez de plus en plus, parce que vous ne pouvez pas avoir une image de 4000, par exemple, de 4000 millions de pixels. Vous allez la réduire, par exemple, sur un carré de 12 par 12. Et vu qu'à chaque fois, il va faire passer un logiciel pour essayer de trouver les patterns importants sur chaque carré, ça va ressortir une image globale, entre guillemets pour lui. Et vu qu'il y aura le pixel là, il va le dire, ah, mais ce pixel, il doit être important. Du coup, il va le garder dans ses patterns, et potentiellement, ça va le détourner de ce qu'il pensait être à la base. Ce qui veut dire que actuellement, vous mettez une voiture, imaginons une Google Cars, bon, je pense qu'ils ont réfléchi quand même, sur la route, et vous l'amusez à coller de l'autocollant sur les panneaux, bah, potentiellement, il prend un sens interdit sur l'autoroute, et puis à 130. Vous voyez le risque. Et une IA, du coup, ça se fait à cause. Donc voilà, c'était une petite présentation sur la cybersécu. J'espère que ça vous a plu. Et est-ce que vous avez des questions? Oui.